Rebonjour, c'est reparti. Donc après cette interruption, on était donc dans ce texte de Platon sur le mythe de Prométhée et Épiméthée. Et puis j'en étais rendu à vous expliquer effectivement l'histoire du XXe siècle, vue à travers le prisme de la technique et du travail. Ce fameux naufrage du Titanic, vous savez que quand le Titanic a été lancé, vous avez dû voir le film, le slogan c'était le Titanic c'était le navire insubmersible, c'est-à-dire que l'homme en était rendu à pouvoir défier les lois même de la nature. On pouvait construire des bateaux qui techniquement étaient insubmersibles, donc vous savez ils avaient prévu un système de chambres hermétiques et étanche, qui faisait que, voilà, même avec un trou dans la coque, le bateau restait à flot. Et la nature a vite, effectivement, repris ses droits. C'est-à-dire que dès le voyage inaugural, évidemment, c'est de l'acier, donc vous le faites taper dans un iceberg, et ben c'est fini, le navire coule, et c'est normal, ce sont les lois de la nature, on ne peut pas les changer. Mais pourtant, on dirait que nous sommes obsédés par le fait de vouloir dépasser les lois de la nature. Aujourd'hui, autre exemple, alors pour en revenir donc à notre Titanic, on est au début du siècle, on est en 1912 quand il coule. 2 ans après, la Première Guerre mondiale éclate, un véritable suicide pour les grandes nations occidentales et orientales. Et cette guerre mondiale, ces 2 guerres mondiales qu'on a traversées, mais aussi toutes les guerres du XXe siècle, sont la preuve aussi que la technique peut être mise au service de la mort, de la destruction, de la souffrance. Donc finalement, défier les lois de la nature, c'est ça aussi. C'est vouloir effectivement aller plus loin et provoquer la mort de façon totalement artificielle sur des nations entières. Là, en ce moment, ce qui est en train de se passer avec les recherches américaines, notamment sur le transhumanisme, c'est très intéressant aussi. C'est-à-dire qu'il y a tout un lot de milliardaires américains assez âgés qui essayent de mettre en place des recherches pour non seulement prolonger la vie, mais aussi pouvoir accéder un jour à l'immortalité. Donc là aussi, je veux dire, depuis que la nature existe, tout ce qui vit doit mourir un jour. Et là, effectivement, avec le transhumanisme, on est en train de se poser la question, mais est-ce que nous, les êtres humains, on ne pourrait pas transgresser cette règle de base qui est celle de la vie même, qui doit se terminer par la mort, et aller plus loin que ça, et puis proposer une vie qui n'aurait pas de fin. C'est intéressant, alors ça a été évoqué il y a quelques années par un roman de Frédéric Beigbeder qui est sorti et qui s'appelait Une vie sans fin, qui récapitule un petit peu, il allait se balader aux États-Unis dans les laboratoires de recherche financés par des milliardaires pour voir où en était l'avancée des choses sur ce fameux transhumanisme. Et effectivement, ça fait peur. Non seulement on rêve de devenir immortel, mais on rêve aussi de devenir invincible, d'être des surhommes au sens de Nietzsche, mais plus loin que ça, puisque c'est même pas une surhumanité qui serait une surhumanité biologique, mais une surhumanité qui serait cybernétique, qui serait accompagnée par les machines, par la technique et le travail. Donc tout ça peut effrayer, tout ça peut aussi engendrer, pourquoi pas, de l'espoir, de l'espérance, mais il y a quand même quelque chose d'assez étonnant là-dedans, c'est-à-dire qu'on a toujours voulu transgresser les règles. L'homme ne peut pas voler, bah si, il peut voler, on va fabriquer des machines qui vont l'aider à voler. L'homme ne peut pas quitter son berceau qui est celui de la planète Terre, et ben si, on peut traverser les couches élevées de l'atmosphère et partir dans l'espace, voire même sur la Lune, et puis maintenant on espère Mars, et puis encore plus loin, et puis encore plus loin. C'est-à-dire que les règles qui sont les règles même de la nature, on dirait que pour nous les humains, elles sont faites pour être transgressées. Et ça, ce côté transgressif, Platon l'a très bien synthétisé dans ce texte sur Épiméthée et Prométhée, puisque finalement, notre ami Prométhée finit par se heurter au commandement des dieux, puisqu'il est condamné à mort d'une façon très douloureuse, puisque c'est un aigle qui lui dévore le foie jour après jour. Donc voilà, il y a ce côté-là, il y a cet aspect de vouloir à tout prix dépasser la nature, mais souvent, effectivement, la nature elle-même reprend ses droits. Vous voyez un petit peu ce qui s'est passé avec l'accident très grave de la centrale de Fukushima, par exemple, où un raz-de-marée se met à faire en sorte que la nature redépasse l'homme. Redépasse l'être humain. Zut, j'ai perdu mon... Voilà, tac, 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 on y est. Donc les inventions techniques de l'homme le poussent à surpasser les lois même de la nature, vouloir raccourcir le temps, les durées, voler dans les airs, traverser les océans, habiter... ça aussi s'émanciper des lois de... Bah non, j'ai déjà dit tout ça. Alors voilà, hop, désolé, j'avais perdu. Voilà. La création artistique, c'est le paragraphe suivant, est animée du même but. C'est un dépassement des lois de la nature, la création d'un monde imaginaire qui nous ressemble et qui nous fait avancer dans nos représentations symboliques du monde. Ça, c'est Hegel qui en parle très bien, c'est-à-dire que l'art n'est pas là, vous savez, comme on dit souvent, l'art, ce n'est pas la représentation d'une belle chose, c'est la belle représentation d'une chose. Avec l'art, par l'art, je peux là aussi transgresser les limites de la nature.
Je peux créer des animaux chimériques, des animaux qui n'existent pas, des situations qui n'existent pas. Si vous visitez un musée, le musée par exemple des Beaux-Arts de Nantes, vous allez trouver beaucoup de tableaux qui représentent des mythes, des choses qui n'ont jamais existé, mais qui sont tout aussi visibles, tout aussi expérimentables par nos sens que le tableau sur le sacre de Napoléon. Le tableau du sacre de Napoléon, c'est quelque chose d'historique, ça s'est vraiment passé. Adam et Ève chassés du paradis originel, le tableau représente aussi bien Adam et Ève que Napoléon, et pourtant, ces personnes-là n'existent pas. Donc, Hegel nous dit, en fait, l'art est là pour provoquer le sublime. Le sublime, qu'est-ce que c'est? Ça vient de subliminus, du latin, c'est-à-dire qu'on est au-delà de la lumière elle-même. Nous sommes au-delà des capacités de la nature elle-même, et on s'envole effectivement vers un monde qui est totalement imaginaire, et dans lequel toutes les règles sont transgressables. La plupart des films que vous aimez au cinéma, que ce soit Harry Potter, les Animaux Fantastiques, les films Marvel, etc., représentent des héros qui défient le monde tel que nous le connaissons, pour notre plus grand plaisir. Et le cinéma, c'est ça, mais pas que le cinéma, mais bon, moi c'est vrai que j'adore le cinéma. N'importe quelle histoire racontée au cinéma est toujours une transgression de la nature elle-même. Je vous parlais tout à l'heure de Titanic, hein, on connaît le film Titanic, ça représente minute par minute ce qui s'est vraiment passé dans le Titanic lors du naufrage, mais on va y rajouter une histoire d'amour qui n'a jamais existé. C'est entre Rose et Jack pour sensibiliser le public, pour amener un élément romantique, pour provoquer chez nous des émotions inédites. Et donc ça, c'est de la pure invention, de la pure création, de la pure créativité, dans le but effectivement de provoquer des sentiments qui sont des sentiments sublimes. Ça va au-delà des capacités, ça va au-delà des simples lois de la nature. Par l'art, nous pouvons changer le regard, apprendre et dépasser des techniques nouvelles. Là aussi, les règles de l'art n'en finissent pas d'être dépassées, de se dépasser elles-mêmes. Des nouvelles formes d'art sortent tous les jours, quasiment tous les jours. De nouvelles représentations sortent tous les jours. Et quand vous voyez comment évolue l'art depuis les grottes de Lascaux jusqu'à aujourd'hui les performances vidéo de certains artistes, on se dit c'est tout de même incroyable que les règles de l'art sont faites pour être brisées finalement les unes après les autres. La nature, voilà, l'art est une fin en soi, il n'y a pas de limite technique ou imaginative à l'art, c'est-à-dire que l'art n'est pas un moyen pour véhiculer quelque chose, l'art est son propre véhicule, et ça c'est aussi quelque chose qui est très symptomatique. La nature nous emprisonne dans ses règles et ses lois, l'art est une libération de ces lois, comme le travail technique. Et voilà, ça va continuer comme ça, quoi. C'est-à-dire que on peut pas se dire là, bon bah voilà, on est arrivé au point d'achèvement des choses et ça ne va plus jamais évoluer. Si l'art, aussi bien que le travail et la technique, vont continuer à évoluer indéfiniment. La création artistique est animée du même but. J'ai déjà dit, mais je sais pas pourquoi, là j'ai un problème avec mon ascenseur aujourd'hui. Petit b, le travail et la technique comme production. L'homme crée des objets artificiels et essaye de les préserver, car la production semble être ce à quoi nous sommes voués. L'être humain est une créature productrice. La main doit être prolongée par un outil, qui à son tour débouchera sur un objet utilitaire. Le philosophe Henri Bergson propose d'ailleurs de rebaptiser l'Homo sapiens en Homo faber, le genre fabricant. Vous savez que nous sommes classifiés comme étant Homo sapiens, c'est-à-dire le genre. Homo, c'est pas l'homme. Homo, ça veut dire genre. Homo sapiens, c'est le genre savant. Mais Bergson nous le dit bien. Finalement, le fait d'être savant, ça ne nous servirait à rien si on ne pouvait pas créer, si on ne pouvait pas fabriquer des outils qui vont eux-mêmes fabriquer des outils. Et ça, il le dit donc dans un texte que je vous invite à lire. On va pouvoir le lire ensemble parce qu'il n'est pas forcément très long. C'est à la page 231 du manuel, page 231. Bergson écrit donc ce texte au début du XXe siècle, on est en 1907, ça s'appelle L'évolution créatrice. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est de lire carrément les 3 textes qui sont sur la page. C'est super intéressant. Le premier texte, c'est un texte d'Aristote qui pose déjà les bases du raisonnement de Bergson. C'est-à-dire que Aristote, dans son texte, dit finalement chaque animal est équipé de griffes ou d'une chose, enfin d'un attribut physique qui va lui permettre de mener à bien ce qu'il a à faire. C'est-à-dire que le lion est équipé de griffes pour pouvoir attraper ses proies, les déchiqueter et puis s'en nourrir. La tortue va être équipée d'une carapace pour pouvoir s'abriter dedans. Nous avons une main. Alors la main, elle peut pas déchirer par elle-même des proies, elle peut pas, nos jambes peuvent pas courir très vite, mais grâce à nos mains, nous pouvons fabriquer, parce qu'elles sont mobiles et qu'elles sont accompagnées du cerveau, elles peuvent fabriquer tout. Avec une main, je peux donner la vie et je peux donner la mort. Je peux sauver une vie avec ma main. Si j'ai un scalpel ou si j'ai un instrument de médecine, je peux sauver une vie avec ma main, mais je peux aussi supprimer une vie avec ma main. Si je tiens un couteau, une épée ou un pistolet.
Donc notre main peut se transformer dans à peu près tout. Et c'est ça qui fait finalement la différence entre l'animal et l'humain. Lisez ce texte d'Aristote, il est très intéressant. Vous pouvez aussi lire le premier texte de Bergson, hein, qui est vraiment intéressant. Alors regardez bien pour Boucher de Perthes, allez faire des recherches sur Internet, parce que Boucher de Perthes, c'est une histoire que je trouve vraiment très symptomatique aussi de la technique. Voilà, si vous avez un petit peu de courage et un petit peu de temps, renseignez-vous sur Internet sur la polémique qui a eu lieu avec Boucher de Perthes. Boucher de Perthes, hein, c'est un archéologue du XVIIIe siècle qui, à l'époque où on date l'apparition de l'homme sur Terre à Adam et Ève, c'est-à-dire à peu près à 6000 avant Jésus-Christ, lui il trouve des silex taillés qui datent de bien avant ça, genre 200 000 avant Jésus-Christ, et du coup l'Église et la science commencent un petit peu à se séparer l'une de l'autre, puisque voilà, on ne peut pas soutenir à la fois Adam et Ève comme premier homme et première femme, et puis soutenir aussi qu'il y a eu des peuplades sur Terre il y a des centaines de milliers d'années. Donc voilà, lisez ce premier texte de Bergson, mais là on va surtout s'intéresser au deuxième texte de Bergson, page 231, les outils à faire des outils. En ce qui concerne l'intelligence humaine, on n'a pas assez remarqué... En ce qui concerne l'intelligence humaine, on n'a pas assez remarqué que l'invention mécanique a d'abord été sa démarche essentielle, qu'aujourd'hui encore, notre vie sociale gravite autour de la fabrication et de l'utilisation d'instruments artificiels, et que les inventions qui jalonnent la route du progrès en ont aussi tracé la direction. Dans des milliers d'années, quand le recul du passé n'en laissera plus apercevoir que les grandes lignes, nos guerres et nos révolutions compteront pour peu de choses, à supposer qu'on s'en souvienne encore. Mais, de la machine à vapeur avec les inventions en tout genre qui lui font cortège, on parlera peut-être comme nous parlons du bronze ou de la pierre taillée. Elle servira à définir un âge. Si nous pouvions nous dépouiller de tout orgueil, j'ai perdu ma ligne, si, pour définir notre espèce, nous nous en tenions strictement à ce que l'histoire et la préhistoire nous présentent comme la caractéristique constante de l'homme et de l'intelligence, nous ne dirions peut-être pas Homo sapiens, mais Homo faber, donc non pas genre savant, mais genre fabricant. En définitive, l'intelligence, envisagée dans ce qui en paraît être la démarche originelle, est la faculté de fabriquer des objets artificiels, en particulier des outils à faire des outils, et d'en varier indéfiniment la fabrication. Et d'en varier indéfiniment la fabrication, là aussi on retrouve une des constantes de la pensée de Bergson qui dit qu'en fait, de plus en plus, entre nous et les objets que nous produisons, nous mettons de plus en plus de moyens termes, nous mettons de plus en plus de médiums ou de médias. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, dans les usines qui fabriquent des voitures, c'est plus des ouvriers qui fabriquent des voitures, ce sont des ouvriers qui surveillent des robots qui fabriquent des voitures, ou des gens qui interviennent sur des robots qui fabriquent des voitures. Et Bergson dit au fur et à mesure que l'intelligence humaine va évoluer, on va de plus en plus multiplier les moyens termes entre nous et ce que nous produisons. Nous fabriquons des outils, à fabriquer des outils, à fabriquer des outils, à fabriquer des outils. Ça, c'est une des démarches constantes de l'intelligence humaine. Pareil pour les intelligences informatiques. Aujourd'hui, je vois par exemple, moi je suis incapable de me souvenir d'un seul numéro de téléphone. Je connais le numéro de téléphone de ma compagne, mais c'est tout. Je connais plus qu'un seul numéro de téléphone, enfin deux avec le mien, et puis chez ma maman aussi, parce que c'est là où j'habitais quand j'étais petit, donc je connais ce numéro par cœur. Mais voilà, maintenant je connais plus que 3 numéros. Là où, quand j'avais votre âge, quand j'étais adolescent, je connaissais les numéros de téléphone de tous mes potes. Donc j'avais peut-être en tête, je sais pas, 10, 15, 20 numéros de téléphone. Aujourd'hui, de plus en plus, les intelligences informatiques, parce que quand je prends mon téléphone portable, il me suffit d'appuyer sur un bouton et puis ça appelle directement telle ou telle personne. De plus en plus, j'ai de moins en moins besoin de ma propre intelligence, de ma propre mémoire. Ma mémoire, elle est contenue dans mon téléphone, ma mémoire, elle est contenue dans mon ordinateur. Et c'est à la fois intéressant, et en même temps, il y a un côté un petit peu dangereux dans tout ça, puisque maintenant, les outils réfléchissent, se souviennent et travaillent à notre place. Et ça, c'est une des constantes, effectivement, de l'évolution de l'être humain. Mais voilà, c'est pas pour ça qu'on est plus bête pour autant, puisqu'on fabrique des choses de plus en plus intelligentes. Donc est-ce qu'on devient plus intelligent parce qu'on fabrique des téléphones très intelligents qui nous rendent moins intelligents parce qu'ils pensent à notre place? Là aussi, c'est un joli paradoxe. C'est-à-dire que l'intelligence humaine a fabriqué un truc qui pense à ma place, qui se souvient à ma place, qui me rappelle les choses à ma place. Ouais, c'est assez paradoxal et c'est assez intéressant.
Donc voilà ce que dit Bergson, l'humain crée de l'humain par la technique et le travail. Ouais, effectivement, hein, plus notre technique évolue, plus nous aussi nous évoluons. J'ai dû déjà vous en parler, mais il y a une étude récente qui montre que les jeunes japonais ont des pouces qui sont, alors je sais pas pourquoi les japonais, ils sont plus geeks que nous, j'imagine, des pouces qui sont de plus en plus longs et de plus en plus articulés. Pourquoi ? Bah parce que pour les textos, pour se servir des consoles de jeux, etc. Donc ça veut dire que finalement notre corps va lui-même évoluer à mesure que nos outils, à mesure que notre technologie évolue. Et donc on s'aligne sur la technologie qu'on crée nous-mêmes. Là aussi, c'est un paradoxe qui est assez intéressant. C'est-à-dire qu'on crée des outils qui sont à notre service, mais en même temps, notre corps va peu à peu évoluer selon ces outils ou ces services. Aussi, j'ai dû déjà vous donner l'exemple, hein, à Rennes, ma ville de naissance, il y a un monument qui s'appelle les portes mordelaises, ce sont les portes de fortification de la ville, et vous avez les portes d'entrée de ces fortifications, donc ça maintenant c'est en plein centre-ville de Rennes évidemment, et les portes d'entrée qui sont faites pour des gardes, donc des mecs en armure assez balèzes, c'est des portes qui font 1,50 m de haut, donc on se dit putain les mecs à l'époque ils faisaient 1,40 m quoi, c'est pas possible. Bah oui effectivement, les gens faisaient 1,50 m, c'était déjà un grand type qui faisait 1,50 m. Pourquoi notre corps a évolué ? Il n'a pas évolué tout seul, c'est la médecine, c'est l'hygiène, c'est l'alimentation qui a fait que nos corps se sont développés. C'est donc la technique que nous créons qui finit par nous inventer nous-mêmes. Voilà pourquoi effectivement l'humain crée de l'humain à travers la technique et le travail. Nous évoluons à travers ça, à travers les outils que nous créons. C'est donc en transformant le monde naturel autour de lui que l'homme se fabrique lui-même. À travers nos inventions, nos découvertes, nous faisons évoluer notre vie, notre propre corps et le lieu où nous vivons. Parce que là aussi, promenez-vous n'importe où, vous verrez que le paysage est systématiquement un paysage qui a été créé ou modifié par l'être humain. Où nous nous épanouissons. Le travail est aussi une activité culturelle. En fabriquant, nous faisons évoluer notre propre culture. Voilà pour ce chapitre. Alors comme il n'y a pas de conclusion, vous devez vous en douter, je vous demanderai vous-même de faire la conclusion de ce chapitre, mais avant je voudrais avancer un petit peu sur les corrections de vos travaux de vacances et de vos dossiers sur Kant et puis sur Rousseau. Donc dans quelques temps, vous recevrez effectivement une petite notification pour vous mettre au boulot et me faire une conclusion sur ce chapitre. Voilà, c'en est fini de ce chapitre. Vous avez reçu par mail la partie suivante du cours, et puis dans les jours qui viennent, eh bien, on fera les vidéos qui correspondront à tout ça. Merci et à bientôt.